Bonjour Kanaki, nous vous le disions donc dans notre édition, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Roch Ouamitan sur Jido Radio en direct. Monsieur Ouamitan, bonjour, merci d'être avec nous pour cet espace de discussion. Bonjour. Bonjour. Nous vous le disions donc dans notre édition précédente que nous allons parler donc avec vous de cette mission que vous avez fait la semaine dernière à l'ONU. Donc la première question que je vous pose, vous avez été envoyé par qui et pourquoi? Yes. Tout d'abord, merci de m'avoir invité aujourd'hui sur votre radio pour répondre à votre première question. Il faut se référer à l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, au point 3.2.1, il est précisé ainsi: le cheminement vers l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie sera porté à la connaissance de l'ONU. D'une part. D'autre part, vous savez que la Nouvelle-Calédonie a été réinscrite sur la liste des pays à décoloniser des Nations Unies par un vote de l'Assemblée Générale de décembre 1986. Cela fait 27 ans que régulièrement les représentants des partis politiques, et notamment du FLNKS, mais aussi plus récemment du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du Congrès, etc., se rendent aux travaux des commissions spécialisées, notamment le comité de décolonisation qu'on appelle le comité des 24, qui s'est réuni généralement au mois de juin ou juillet. En octobre, ce qu'on appelle la 4e commission, la commission de décolonisation, où l'ensemble des pays membres de l'ONU sont représentés au sein de cette commission, et ensuite à l'Assemblée générale. La Nouvelle-Calédonie, par le biais de ses représentants, se fait entendre, voilà, pour donner ses différentes analyses, ses constats, ses interrogations, etc., les problématiques qu'il souhaite soulever lors de ces différentes réunions des instances que je viens de citer. L'année dernière, au mois d'octobre, je me suis rendu, j'ai demandé à être entendu comme pétitionnaire par la 4e commission des Nations Unies. Ça devait être le 9 ou le 10 octobre l'année dernière, juste avant le comité des signataires à Paris. Donc, en tant que président du Congrès, j'ai tout à fait la légitimité pour demander à ce que je sois entendu comme pétitionnaire. Le président du gouvernement devait s'y rendre, mais compte tenu du calendrier qui se chevauchait avec la réunion du comité des signataires, il n'a pas pu se rendre. Et lors de cette réunion, en tant que pétitionnaire, j'ai soulevé la question du processus d'établissement des listes électorales pour les élections provinciales, puisque en octobre, nous étions à quelques mois des élections provinciales de mai, puisque maintenant nous avons pratiquement la certitude que ces élections auront lieu le 11 mai. À partir du moment où il y a eu des anomalies qui ont été constatées sur l'établissement de ces listes. À partir du moment où ce problème a un impact direct sur la question du référendum d'autodétermination, qu'on appelle dans la loi organique la consultation référendaire, je le rappelle, vous le savez déjà, je le rappelle, tel que le prévoit cet accord de Nouméa, qu'à partir de 2014, donc des élections prochaines, le renouvellement des assemblées de province, si les 3/5 du Congrès, soit à peu près 33 conseillers, le décident, ils peuvent voter une résolution demandant à l'État d'organiser la consultation référendaire, c'est-à-dire le référendum d'autodétermination. Donc ça va partir essentiellement du corps électoral qui va s'exprimer là. Donc ça a un impact direct sur le processus d'autodétermination. À partir du moment où ça a un impact direct sur le processus d'autodétermination, nous considérons que cette question doit être légitimement portée devant les Nations Unies. À partir du moment où on constate des anomalies dans l'établissement de ces listes. Voilà. Donc ça, c'était le mois d'octobre. J'ai eu l'occasion, en tant que président du Congrès, de le redire devant le comité des signataires, devant le Premier ministre,
à partir d'un travail qui avait été réalisé par la Commission politique et citoyenneté du FLNKS et du Parti travailliste, qui a pu relever à ce moment-là une anomalie, c'est-à-dire plus de 3000 personnes qui étaient indûment inscrites sur la liste spéciale pour les élections provinciales. Donc ça, c'était l'année dernière. Le Premier ministre a pris en considération ce problème, et vous avez entendu récemment le Haut-Commissaire de la République sur les ondes radio de Nouvelle-Calédonie, notamment sur la radio Rythme Bleu, où il a développé justement cet aspect-là. Et il a considéré, en tout cas en se faisant le porte-parole du gouvernement français, qu'il s'agissait là d'un problème extrêmement grave et délicat. Voilà, qui a été soulevé, comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué, par les travaux de cette commission politique et citoyenneté du FLNKS et du Parti travailliste. Alors, au jour d'aujourd'hui, suite à tout ce travail qui a été réalisé depuis, en tout cas tout au long de l'année 2013, la commission que je viens de citer, la commission interne au FLNKS et le Parti travailliste, a identifié 6720 personnes indûment inscrites sur la liste spéciale pour les élections provinciales, alors que normalement elles ne répondaient pas aux critères pour y figurer. Voilà. Et c'est là où le problème se pose, puisque, comme je l'ai dit, 6720 personnes d'un côté et de l'autre côté, à peu près 1900 ou 2000 canards qui sont coincés, qui sont complètement bloqués sur le tableau annexe, ça fait du monde tout ça. Ça fait du monde et ça va avoir un impact direct sur le processus d'exercice du droit à l'autodétermination qui est suivi depuis 27 ans par l'Organisation des Nations Unies du fait de la réinscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser. Donc voilà le pourquoi que je me suis rendu une première fois l'année dernière. Et cette année, comme je l'avais, entre-temps, nous avions donc fait savoir au secrétariat, c'est-à-dire à l'unité de décolonisation des Nations Unies, que le travail réalisé par la commission citoyenneté, politique et citoyenneté du FLNKS et du Parti travailliste avait terminé ses travaux et que les 6720 personnes avaient été identifiées, donc les listes ont été transmises au gouvernement français, donc au Premier ministre, et au comité de décolonisation de l'ONU. Ils ont pris en considération cette demande, ils ont relevé, disons, la gravité de la situation, compte tenu du fait que, comme je le répète, ça peut avoir un impact direct sur les conditions d'exercice du droit à l'autodétermination des peuples. Et ils m'ont invité à participer la semaine dernière à 2 réunions de travail avec le bureau et ensuite en session plénière pour que je puisse expliquer aux membres de cette commission les tenants et les aboutissants de cette problématique. Et donc les explications que vous avez faites, quel est votre sentiment maintenant à votre retour au pays après ces 2 jours de travail? Après ces 2 jours de travail, nous n'avons pas fait uniquement que ces rencontres-là. Nous avons eu des rencontres, comme je l'ai rappelé, avec le bureau et en assemblée et en session plénière. Mais aussi nous avons énormément travaillé avec l'unité de décolonisation, donc l'administration, si vous voulez, de ce comité de décolonisation. Et puis, bien sûr, nous avons rencontré un certain nombre de missions, donc d'ambassades de pays, de différents pays, notamment les pays de la région, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi les pays, les ambassades des pays mélanésiens, et bien sûr, l'ambassade de France. C'était le dernier jour, nous avons eu une rencontre avec eux, avec monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'ONU. Ils ont très bien compris la gravité du problème et ils sont en train de réfléchir à l'éventualité d'envoyer une mission, c'est-à-dire de donner suite à la demande que nous avons formulée avec le représentant du FLNKS, du bureau politique du FLNKS au mois d'octobre,
Et comme il est remonté aussi à New York la semaine dernière, nous avons reformulé de nouveau cette demande de mission. Et on appelle ça les visiting mission. Ce sont les missions de visite. Voilà, c'est prévu dans les textes des Nations Unies. Ils sont en train de prendre en considération la demande et étudier si, dans quelles conditions cette mission pourrait se faire. Avant les élections de mai, pour venir se rendre compte comment sont établis, quelle est la procédure d'établissement des listes pour les élections, de la liste pour les élections provinciales du 11 mai prochain. Est-ce que l'État français a un certain pouvoir quand même dans cette affaire-là ? C'est-à-dire que c'est quand même l'État qui organise les révisions des listes électorales, etc. Est-ce que, quelque part, il y a légalement une possibilité que l'État retire, par exemple, certaines personnes des listes spéciales, par exemple ? Si on a, si on a pointé ces anomalies-là, c'est qu'il y avait eu un problème. Il y a un sérieux problème au niveau de l'établissement des listes. Et ce problème-là date depuis 15 ans. Hein. Depuis 15 ans, puisque pratiquement chaque année, ce qu'on appelle les commissions administratives de révision des listes, présidées par des magistrats français, se déplacent en Nouvelle-Calédonie, justement pour, pour à chaque fois réactualiser ces listes-là. Et visiblement, il y a eu un problème au niveau de ces commissions-là. Et c'est bien entendu de la responsabilité de l'État français, puisque c'est l'État qui a la compétence de cette matière-là, l'organisation des élections et l'application du droit électoral, etc. Et puis l'application des articles spécifiques dans l'accord de Nouméa, c'est-à-dire plutôt dans la loi organique. Donc c'est une responsabilité de l'État. Donc c'est à l'État, à partir du moment où nous avons pointé relevé ces anomalies, pour le moment, je le répète, nous ne parlons pas de fraude électorale, hein, nous ne parlons pas de tricherie, voilà, puisque maintenant il faut, il faut que l'ensemble des parties prenantes de cette situation qui est là maintenant, qui a été relevée, pointé par la commission citoyenneté, politique et citoyenneté du Parti travailliste et du FLNKS. Donc nous sommes arrivés, cette commission est arrivée à ce résultat-là. Nous posons maintenant avec l'ensemble des parties prenantes ce problème entre les mains de l'État d'un côté et entre les mains de l'ONU de l'autre, du fait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que ça a un impact direct sur les conditions d'exercice du droit à l'autodétermination des peuples et du fait que la Nouvelle-Calédonie est inscrite. Mais c'est sûr que le premier travail qui doit être fait, c'est l'État français qui doit le faire. Il doit tout mettre en œuvre pour corriger ces anomalies, pour que on revienne dans la norme. C'est-à-dire que si ces 6700 personnes, ou peut-être plus, ont le droit de voter, ils prouvent qu'ils ont le droit de voter, c'est-à-dire qu'ils prouvent que ces personnes prouvent qu'ils sont arrivés avant 1998. Or, la méthode qui a été utilisée pour identifier ces gens, c'est quoi cette méthode ? Mais je pense que certains responsables de cette commission ont déjà expliqué, déjà à plusieurs reprises, et ici à la réunion du Djido. Mais la méthode, quelle est la méthode ? La méthode est la suivante. Il ne s'agit pas d'abord de Calédoniens. Il ne s'agit pas de citoyens. Il s'agit de personnes qui sont nées hors de la Nouvelle-Calédonie. Donc l'échantillon a été choisi comme ça. Des personnes nées hors de la Nouvelle-Calédonie, essentiellement en France métropolitaine, en Algérie, en Afrique, etc. Voilà. Nées avant octobre 1998, c'est-à-dire ayant eu 18 ans en 1998, au moment du référendum de ratification de l'accord de Nouméa. Voilà. Alors, si ces personnes-là, nées hors de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de Calédoniens là-dedans, nées hors de la Nouvelle-Calédonie, si
ils sont bien, s'ils ont bien été inscrits sur la liste générale de 1998. Ici au pays. Ici au pays. Ou mis sur le tableau annexe de février 1998, puisqu'ils n'avaient pas encore 10 ans de résidence à ce moment-là, eh bien, normalement, on doit les retrouver sur la liste spéciale pour les élections provinciales en 2013. A contrario, lorsqu'on regarde la liste spéciale de 2013, et quand on regarde les personnes qui sont nées hors de la Nouvelle-Calédonie avant octobre 1980, ayant eu 18 ans en 1998, si ces personnes-là sont sur la liste spéciale pour les élections provinciales de 2013, on doit les retrouver sur la liste générale de 1998. Si ces personnes-là ne sont pas sur la liste spéciale de 1998, ça veut dire que ces personnes sont rentrées en Nouvelle-Calédonie après 1998, auquel cas elles ne respectent pas les critères pour pouvoir figurer sur la liste spéciale et donc elles n'ont pas le droit de vote. Or, suite à un travail de vérification qui a été fait, la commission est arrivée à ce chiffre, 6720 personnes nées hors du territoire, je le répète, inscrites sur la liste spéciale de 2013 pour les élections provinciales et qu'on ne retrouve pas sur la liste générale de 1998. Voilà la méthode qui a été utilisée. Mais à mon avis, je pense qu'il y en a plus. Alors, si vous voulez, en tout cas, moi je suis persuadé, enfin, c'est ma vision des choses, c'est ma position. Moi je suis moi-même signataire de l'accord de Nouméa. Je ne veux exclure personne. Le FLNKS ne veut exclure personne. Les Kanaks ou les indépendantistes ne veulent exclure personne. Mais si tu n'as pas le droit, tu ne dois pas être là, c'est tout. Et c'était tout un travail de vérification à faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces 6720 personnes n'ont pas la possibilité, n'auront pas la possibilité au moment des travaux de révision des listes là qui vont commencer au mois de mars, s'ils n'ont pas la preuve comme quoi, s'ils fournissent pas la preuve comme quoi ils sont rentrés avant 98, eh bien il faut les radier. Ce qui est certain, c'est que ça pose... les indépendantistes, on va dire, insistent sur cette question-là, sur les listes électorales, parce que les indépendantistes ont déjà ouvert le droit au référendum d'autodétermination. Oui, mais on a ouvert le droit à l'autodétermination. C'est vrai que c'est depuis le Navire Les Roches que nous avons ouvert ce droit. Normalement, c'est simplement les colonisés qui doivent... Voilà, c'est ça. Parce que normalement, on aurait pu prendre une position plus radicale. C'était cette position-là qui avait cours avant 1983. C'était de dire sur la question de l'avenir, du devenir de la Nouvelle-Calédonie, seuls doivent s'exprimer que les gens du pays. Voilà, que les Kanaks, puisque ce sont les Kanaks qui ont été colonisés, les autres n'ont pas été colonisés, ils sont arrivés après, ici, dans ce territoire. Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait ouvert, nos anciens avaient ouvert ce droit, avaient partagé ce droit à ceux qu'ils ont appelé à l'époque les victimes de l'histoire, c'est-à-dire ce sont des descendants des colons, des bagnards, etc., de la colonisation pénale, la colonisation libre, les travailleurs asiatiques, etc., polynésiens, océaniens, etc. Donc en 83, on a ouvert ce droit. On l'a rouvert encore en 1988, voilà, au moment de la signature des accords de Matignon, et on l'a réouvert encore en 1998. Alors, le problème qui se pose pour nous, c'est de savoir, mais finalement, qui a le droit de s'exprimer au moment de, pour l'avenir, lorsqu'on va déterminer l'avenir de notre pays. Tout le débat, il est là. Mais il est évident qu'à un moment donné, eh bien, on fixe ce corps électoral qui a appelé à voter, en fonction, bien sûr, des considérations politiques locales et aussi en fonction des considérations politiques relatives au droit international, du fait que nous sommes réinscrits sur la liste des pays à décoloniser. Donc, actuellement, le travail qui est fait ne sort pas du cadre juridique de la loi organique de 1999 et du droit électoral français, puisque nous sommes soumis au droit électoral français. On ne sort pas de là.
Donc on est là-dessus. Les 6 000 personnes ne sont pas tombées comme ça. Ce chiffre-là n'est pas tombé du ciel comme ça. Il a été, donc c'est le résultat d'un travail de fourmi réalisé par, comme on dit, des petites mains. Voilà, membres de cette commission. Un mot sur la question du tableau annexe. Vous avez bien souligné tout à l'heure qu'il y a ce problème aussi, la question du tableau annexe. En principe, donc aujourd'hui, on ne devait plus parler du tableau annexe, puisque normalement, il devait être... C'est bien ça? Ben, le tableau annexe, en fait, quand on parle du tableau annexe, là, quand je parle du tableau annexe, là, c'est comment dire, ce sont le tableau de 1998. Voilà. Alors, on nous a toujours dit qu'il y a eu un tableau annexe qui a été réalisé avant le référendum de ratification, mais visiblement, il est passé par perte de profit, on ne sait pas, il est passé où, voilà. Alors peut-être que, je ne sais pas, il a été oublié dans un coin, je ne sais pas, en tout cas. Le seul tableau annexe qui a été retrouvé en possession donc, des services de l'État, c'est le tableau annexe de février 1998. Donc c'est ce tableau annexe-là. C'est-à-dire où comment les commissions à ce moment-là plaçaient les personnes qui n'avaient pas encore 10 ans de résidence, mais qui avaient à un moment donné, au bout de 10 ans, ils avaient le droit de voter. Voilà. Donc c'était ce tableau annexe-là de 1998. Les deux documents importants, si vous voulez, qui auraient permis un travail sérieux, efficace, transparent et sincère, eh bien, malheureusement, ces deux documents ont manqué pendant 15 ans. Donc c'est la responsabilité de qui? C'est bien la responsabilité de l'État, non? Pendant 15 ans, les commissions présidées par des magistrats ne disposaient pas de ces deux documents fondamentaux et nécessaires pour pouvoir établir le contrôle sur l'inscription. Et résultat des courses, voilà le résultat des courses, voilà le résultat du travail. Mais ça, c'est pas du fait de la commission, c'est le fait de ceux qui étaient chargés de mettre à disposition de la commission les éléments, les matériaux pour pouvoir établir un contrôle efficace, sérieux et droit, juste. Voilà. Et ce travail n'a pas été fait. Alors, suite à toutes les réunions qui ont été réalisées depuis l'année dernière, heureusement, notre haut commissaire, je ne sais pas si c'est par hasard ou pas par hasard, mais en tout cas, il y a une volonté ferme de sa part. Et ça, on peut le saluer. Suite à une réunion qu'on avait tenue au commissariat, ça devait être le 24 ou le 26 avril 2013, à la demande d'un de nos responsables du FLNKS, lorsqu'il a posé la question, mais où est passé le tableau annexe? Où est la liste générale que nous réclamons depuis des années pour pouvoir établir les contrôles? Si les personnes étaient là ou n'étaient pas là en 98. Eh bien, il a fait des recherches, il a remis ciel et terre au niveau de ses services, et finalement, eh bien, nous avons maintenant, en tout cas les services de l'État disposent maintenant de ces deux documents, et le tableau annexe de février 98 et la liste générale. Eh bien, c'est grâce à la liste générale que notre commission politique et citoyenneté du Parti travailliste et du FLNKS ont pu faire ce travail de vérification, et ils sont arrivés à ce chiffre-là. Voyez. Alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a identifié ces personnes, les listes ont été envoyées à l'ONU, ont été envoyées au Premier ministre de la France, voilà, et puis on leur demande, alors, comment faire maintenant pour rétablir les choses comme elles doivent être. Et voilà, donc le haut-commissaire a eu l'occasion de s'exprimer maintes et maintes fois au niveau des médias pour expliquer quelles sont les propositions qu'ils formulent dans le cadre strict de la loi, du dispositif juridique français. C'est-à-dire quoi? Les articles de la loi organique, d'un côté, et le droit électoral, voilà comment qu'ils proposent quelles sont les propositions qu'il formule pour pouvoir ou radier ces personnes, ou alors, suite à des preuves, à des éléments de preuve qu'elles pourraient apporter, s'ils sont bien rentrés avant 98, eh ben, ils demeurent sur la liste spéciale. Pour le tableau annexe, l'idéal, ce serait simplement de les intégrer dans la liste spéciale.
Parce que normalement, le tableau annexe, il avait été fait c'était dans le cadre du corps électoral glissant. Ben oui. À ce moment-là, pendant le corps électoral gelé, voilà. Donc, à partir du moment où ils n'avaient pas encore 10 ans, ce tableau annexe servait à ça. Ouais, il fallait les prendre. Voilà, on les mettait là, et puis ensuite, une fois qu'ils avaient 10 ans, paf, on les basculait dans sur la liste spéciale. Normalement, le tableau annexe, non, c'était un peu, c'était dans cette démarche que nous étions au niveau du FLNKS, les responsables là. Pour se dire que normalement le tableau annexe, normalement il aurait dû finir, là, il aurait dû s'épuiser. Or le tableau annexe il continue encore. Depuis 2008 par exemple. Voilà. Alors même des personnes qui sont là depuis 10 ans, mais bon, pour des considérations des fois un peu discutables, les commissions leur demandent de faire la preuve, comme quoi ils n'ont jamais quitté le territoire, etc., etc. Alors c'est très compliqué. Donc le tableau annexe il est toujours là. Et résultat des courses, on a des canards qui n'ont jamais quitté ou n'ont jamais dépassé Tontoutak, là, qui sont bloqués là-dessus. Il faut qu'ils fassent la preuve, comme quoi ils sont jamais sortis du pays, quoi. Voilà. On parlait de tout ça, donc simplement pour revenir à votre mission à l'ONU, est-ce que vous pensez que ça a été une bonne mission et vous avez été entendu, et est-ce que les missions demain ici au pays seront efficaces par rapport à la problématique qui a été posée? Eh bien, la problématique a été posée, donc que ce soit au niveau du gouvernement français. D'ailleurs, le Premier ministre va me recevoir le 19 février prochain. Mercredi 19 février, donc il va me recevoir pour que je puisse aussi, de vive voix, lui expliquer ce problème grave et délicat pour la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est la partie, gouvernement français. Dans le jargon de l'ONU, on dit l'autorité de tutelle ou la puissance administrante. De côté de l'ONU, le nécessaire a été fait, puisque nous sommes revenus à l'ONU la semaine dernière. Nous avons reformulé la demande d'une mission de visite pour la Nouvelle-Calédonie. Il semblerait, d'après les dires des uns et des autres, ou en tout cas la façon dont ils ont formulé, parce qu'après ils se sont réunis en huis clos, bien sûr, que cette mission devrait se faire, et qu'ils attendent bien sûr l'accord du gouvernement français, puisque c'est au final vers le gouvernement français que le comité des 24 va se retourner. Normalement, il y a la prochaine réunion officielle, ce sera le 20 février prochain, avec l'élection du nouveau bureau du comité des 24. Et c'est à ce moment-là que le comité des 24 prendra la décision de façon officielle, si elle décide d'envoyer donc une mission de visite ici au moment des travaux des commissions de révision des listes là. Donc entre mars et le 20-25 avril, quelque chose comme ça. Voilà. Donc au cours de cette période-là. C'est comme je l'ai dit maintenant, une fois qu'ils auront décidé officiellement, donc la balle sera dans le camp du gouvernement français, puisque le gouvernement français, en tant que puissance administrante, donc a la responsabilité d'accorder ou non, le feu vert pour que cette mission se passe. Et la mission pourrait être efficace, encore une fois, sur... la mission, c'est important. Pour régler ce genre de... La mission, elle sera, bien sûr, avec il faut mettre en parallèle, si vous voulez, où ça doit être complémentaire, avec toutes les propositions faites par le gouvernement français et relayées ici par Jean-Jacques Beau, le haut-commissaire de la République ici en Nouvelle-Calédonie. Donc il a fait un certain nombre de propositions très importantes, d'ailleurs très pertinentes, et envers le travail réalisé par ces commissions-là. La mission donc pourrait venir, bien sûr si le gouvernement français accorde le feu vert, pour compléter et pour rassurer aussi. Pour rassurer, parce qu'on est arrivé là après 15 ans de fonctionnement, quand même ça pose problème pour un État de droit comme la France, qui envoie des observateurs un peu partout dans le monde quand il y a des problèmes d'élections, etc., en Afrique, en Amérique latine, etc. Quand même, c'est paradoxal.
que la France donne des leçons et qu'elle envoie ses observateurs un peu partout via l'ONU, et que dans un des territoires qu'elle administre, pose un tel problème avec une telle ampleur. Quand on regarde d'un côté les 6700 et d'un côté les presque 2000, là, c'est quand même ça représente quand même 7% du corps électoral, donc c'est pas rien. Monsieur Wamitong, donc on arrive au terme de cet entretien. Maintenant, la question que je vais vous poser pour terminer, c'est simplement la date du prochain, du prochain évoqué il y a un instant, le 11 mai, au lieu du 4 mai, une semaine donc de plus. C'est bien que ça se fasse le 11 mai. Eh bien, voilà, parce que compte tenu, si vous voulez, de l'ampleur du problème, hein, que je viens de soulever là. Voilà, compte tenu de l'ampleur de ce problème-là, on n'aura pas assez effectivement de temps, on n'aurait pas pu disposer de suffisamment de temps entre la fin des travaux, hein, de ces commissions-là, présidées par des magistrats, et les élections, si les élections auraient été fixées le 4 mai. Maintenant, avec ce délai d'une semaine de plus, ça va permettre de toute façon à ce que les recours, parce qu'il y aura énormément de recours, je suppose, il y aura énormément de recours sur ces questions-là, donc et le temps d'être traités notamment par les tribunaux. Voilà, Monsieur Wamitong, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien sûr aux auditeurs de nous avoir supportés pendant ces quelques temps. Nina, pour la partie technique, excellente continuation sur Jido Radio. À toutes et à tous. Salut. Merci.